Donc, je m'appelle Pierre Cavalet. Je travaille ici à Calliope et je travaille donc dans une équipe d'environ une dizaine de personnes sur deux gros projets essentiellement. On a travaillé sur ces projets pendant environ 2 ans et on a eu la chance de pouvoir expérimenter beaucoup de choses, notamment comme vous avez pu le voir serverless et pas mal d'autres choses parce qu'on a une assez carte blanche sur la façon dont on veut implémenter les choses. Donc on peut vraiment expérimenter pour arriver à faire les meilleurs produits qu'on puisse produire. Et donc dans ces fonctionnalités qu'on a développées, on a plusieurs fois eu besoin de faire de la recommandation. Et donc on a travaillé sur des systèmes de recommandation et on a travaillé sur Elasticsearch pour faire ça. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu un retour d'expérience de ce qu'on a fait et une présentation d'une façon d'utiliser Elasticsearch pour faire de la recommandation qu'on a trouvé efficace et qui marche plutôt bien pour nous. Donc pourquoi utiliser un système de recommandation? Donc on a différents cas d'usage. Nous, on l'a utilisé par exemple pour faire de la suggestion de contenu sur une home page. On l'a aussi également utilisé pour faire tout ce qui va être suggestion de contenu quand on se trouve sur un article et pouvoir proposer des articles qui sont liés à ce contenu. Le contenu de nos newsletters est aussi généré avec ce système de recommandation pour pouvoir proposer à nos utilisateurs les choses les plus pertinentes pour eux. On a un panel d'utilisateurs qui a des centres d'intérêt qui sont assez différents. Et donc, du coup, on a besoin de vraiment cibler quel contenu va correspondre à quel utilisateur parce que quelque chose qui intéresse un de nos utilisateurs ne va absolument pas intéresser un deuxième. Et enfin, on peut aussi s'en servir, nous c'est pas notre cas d'usage, mais on peut aussi se servir de ce système pour faire de la suggestion de produits, pour tout ce qui va être du e-commerce ou ce genre de choses. Donc nous, l'objectif de notre système de recommandation pour des raisons légales, c'était qu'elle soit prédictible. Donc c'est-à-dire que ça ne peut pas être une boîte noire où on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Ce qu'on retrouve pas mal dans certains articles qu'on peut lire au niveau de la suggestion de contenu, c'est soit un service qui fait ça, soit une espèce de boîte noire qu'on met et on ne sait pas trop ce qui se passe dedans. Donc ça, c'était pas possible pour nous. Il fallait qu'on soit capable d'expliquer chacun des résultats et donc de pouvoir prédire à l'avance avec un jeu de données bien particulier qu'est-ce qu'on va avoir en sortie. Fallait que ce soit personnalisable par utilisateur pour la raison que je vous ai expliquée tout à l'heure. Et il fallait que ce soit réversible. Donc réversible, ça veut dire que même après coup, une fois que le contenu a été suggéré, on doit être capable, en partant dans le contenu, de retrouver comment on est arrivé à ce contenu a été classé au-dessus d'un autre contenu. Donc comment on priorise ça. Et donc on va voir petit à petit comment on a mis ça en place. Donc Elasticsearch, rapidement, c'est un moteur de recherche qui va permettre de venir indexer des documents. Donc en gros, si on prend un exemple assez simple, imaginons on a notre base de données MySQL, dedans on va stocker nos articles, et bien on va vouloir créer un index Elasticsearch à côté qui est complètement indépendant, enfin qui n'est pas complètement indépendant mais qui est à part. Et l'idée c'est que chacun des contenus, donc chacun de nos articles qui sont dans notre base de données, on va venir indexer un document correspondant dans Elasticsearch. Donc par exemple là c'est l'exemple d'un document, on pourrait mettre le titre, le tag et certains flags et ce genre de choses. Et cet index, c'est pas une source de données, c'est juste pour faire de la recherche. Notre source de données principale, ça reste notre base de données. Et nous, on va venir enrichir cet index avec le contenu au fur et à mesure pour pouvoir faire des recherches avancées dessus parce qu'on peut faire plus de choses que ce qu'on fait avec une base de données assez standard. Donc au niveau du processus d'indexation de contenu, donc on peut voir différentes architectures. Je vais vous en présenter quelques-unes ici rapidement. Imaginons que je suis un auteur qui publie des articles. Donc je vais saisir sur mon back-office ou peu importe mon outil de saisie d'article, mon article. Et quand je vais avoir terminé, je vais envoyer mon article, ce qui va envoyer une requête au back-end. Et ce back-end, ce qu'il va faire, c'est qu'il va enregistrer l'article dans une base de données. Et il va aussi venir indexer cet article sur Elasticsearch. Donc il va prendre l'article qu'il a mis en base de données, il va venir indexer ce qui l'intéresse dans un nouveau document Elasticsearch pour ensuite pouvoir faire des recherches. Ça, c'est une architecture assez standard quand on a un seul back-end qui gère tout, en fait. Et des fois, on utilise des services externes, comme par exemple Contentful. Contentful, c'est un CMS headless
qui va vous permettre de saisir votre contenu, de créer des content types et d'avoir toute une interface déjà prête pour saisir votre contenu. Donc c'est un gros accélérateur pour tous ceux qui ont besoin de faire de la création de contenu. Et notamment, il propose une fonctionnalité qui s'appelle les webhooks. Et donc en fait, ce qu'il permet de faire, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un va venir publier quelque chose, on a la possibilité de créer des déclencheurs qui vont venir appeler une route, donc un appel HTTP. Donc là, par exemple, l'auteur arrive sur Contentful, il va sur la web app, il tape son article, il publie son article, et là, Contentful va déclencher un webhook, donc on peut configurer l'URL, et donc nous, on met l'URL de notre backend qui tourne, et ça dit viens indexer cet article, et ça lui envoie tout l'article qu'il faut indexer. Et donc, du coup, notre backend, lui, il va venir indexer l'article. Et donc ça, c'est une des fonctionnalités qui est disponible sur Contentful, mais c'est aussi disponible sur Prismic, c'est disponible un petit peu sur tout ce type de service qui, en général, va gérer votre contenu. Il vous permet aussi, avec des webhooks, de pouvoir réagir à ce qui se passe en termes de création de contenu pour que vous puissiez venir enrichir vos données et ce genre de choses. Ensuite, donc l'idée, là, c'est cette partie qui est plutôt intéressante, c'est comment on va récupérer ce contenu. Donc dans une architecture assez standard, ce qu'on ferait normalement, c'est un utilisateur arrive, il demande une liste d'articles, et donc notre backend il va faire une requête à notre base de données. Par exemple, si je vous demande les 10 derniers articles qui ont été publiés, on fait une requête base de données, on trie par date, et c'est parti. On peut aussi faire ça avec les services CMS Headless et ce genre de choses, parce que c'est des requêtes qui sont relativement simples, et donc on n'a pas besoin d'aller très très loin dans ce qu'on fait. Et donc jusque-là, les bases de données, globalement, elles couvrent notre besoin. Quand on veut faire des recherches un petit peu plus avancées, donc on peut utiliser Elasticsearch. Et donc c'est l'intérêt d'avoir extrait les données dont on avait besoin pour les recherches, il est là. C'est que quand on va demander une liste d'articles, le backend, au lieu de faire une requête à sa base de données, il va faire une requête à Elasticsearch d'abord. Et en fonction de ce que lui a renvoyé Elasticsearch et en fonction de ce qu'on a indexé, soit il va pouvoir répondre directement. Par exemple, si c'était juste une liste et qu'il lui fallait que les titres, il va pouvoir répondre. Et s'il a besoin d'enrichir ces données, en fait, ce que le backend va faire, c'est qu'il va extraire les ID des contenus qui ont été retournés. Il va aller les fetcher dans la base de données pour qu'il puisse avoir toutes les informations dont il a besoin pour répondre à sa requête. Donc ça, c'est l'architecture assez standard que nous, on utilise sur quasiment tous nos systèmes de suggestion de contenu. En général, quand on a besoin d'afficher du contenu, on fait ce système-là. Donc notre backend fait une requête Elasticsearch, il récupère des ID, ensuite il les fetch sur notre base de données principale et il renvoie sa réponse. Donc aujourd'hui, on va parler de notre façon dont on a implémenté le moteur de recherche, enfin le moteur de suggestion. Donc on va prendre un exemple. Donc 3 articles qui sont disponibles dans notre index Elasticsearch et on va voir un petit peu comment on va pouvoir choisir lequel est le plus pertinent pour notre utilisateur. Donc ici on a 3 articles. Donc j'ai mis un champ pour le titre pour pouvoir les différencier, des tags qui vont permettre de savoir si les articles correspondent au centre d'intérêt des users et un flag important qui permet juste de déterminer si l'équipe contenu a jugé que cet article était important ou pas pour pouvoir faire un petit bonus à un article qui serait à égalité avec un autre en termes de pertinence. Voilà. Donc on va prendre un utilisateur qui s'appelle Antonin. Donc il a déjà lu l'article How to Change the World et il suit les tags people et un autre tag qui ne sert pas à grand chose, juste pour qu'il y en ait plusieurs. Et donc, il est très intéressé par tout ce qui va être people, c'est sa passion. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une liste de critères que nous, on juge pertinents pour faire de la suggestion de contenu. Donc, par exemple, donc là, j'en ai choisi 3. C'est des critères qui sont complètement arbitraires, mais il faut que ça reste des critères booléens, donc c'est-à-dire vrai-faux, quoi. C'est l'utilisateur a lu l'article, oui, non. Donc, là, c'est l'utilisateur n'a pas lu l'article, oui, non. Un tag correspond au tag de l'utilisateur, oui, non, et l'article est marqué comme important, oui, non. Et donc une fois qu'on a choisi notre liste de critères pour déterminer si le contenu est pertinent pour un utilisateur ou pas, on va affecter un poids. Et ce poids, on va utiliser des puissances de 2 pour 2 raisons. La première, c'est que ensuite on va faire une somme de ces poids en fait. Donc par exemple, pour un contenu, ce
qu'on va dire, c'est que si le contenu Antonin il l'a pas lu et il est marqué comme important, ben, on va faire 8 plus 2 par exemple. Et comme on veut qu'il n'y ait pas de collision, on va utiliser des puissances de 2 pour que chacune des combinaisons soit unique en gros. Ça c'est la première raison et ensuite on reviendra ensuite sur la deuxième raison un petit peu plus tard quand on aura un petit peu avancé dans la présentation. Donc l'affectation des poids se fait du moins prioritaire au plus prioritaire, donc 2 puissance 1, 2, 3 et ainsi de suite. On démarre à 2 puissance 1 parce que Elasticsearch réserve le score 1 pour son utilisation, donc on démarre à 2 pour pouvoir faire une différenciation donc quand on a matché quelque chose. Donc ici on fait l'affectation des poids, donc on reprend nos articles. Donc Antonin, lui, il avait déjà lu cet article, How to Change the World. Donc du coup, en premier chiffre, il a pris 0. Les autres, il ne les avait pas lus, donc il a pris 8. Donc c'était le critère le plus important. Ensuite, il était intéressé par les tags people. Donc du coup, il a pris un 4. Là, il n'y avait rien qui l'intéressait là-haut. Ici non plus, donc il a pris 0. Et le premier était flagué comme important. Il a pris 2. Les autres n'étaient pas flagués, donc ils ont pris 0. Ça nous permet d'obtenir des scores, donc 12, 10 et 0, qui nous permettent de classer les articles par ordre de pertinence. Et ensuite, si par exemple on a besoin de choisir, je sais pas moi, 2 articles à afficher sur la home page, donc 2 articles qu'on mettrait bien en évidence, ben en fait on va faire tourner notre algo qui a la liste de tous nos critères ordonnés par ordre de priorité et ça va permettre de déterminer, ben voilà, pour moi, pour ce user, c'est ces 2 articles qui sont les plus pertinents et donc c'est ceux-là que je veux afficher. Donc c'est comme ça que l'algorithme fonctionne dans l'idée. Et l'intérêt, du coup, la pertinence de l'algorithme dépend des critères que vous allez utiliser. Donc là, vous pouvez être assez créatif. Ça va dépendre de, premièrement, ce que vous avez comme données. Par exemple, là, ici, j'ai fait un critère de comparaison sur les tags que Antonin suivait et les tags qui étaient disponibles dans l'article. Donc ça suppose qu'avant, j'ai récolté quel tag intéressait Antonin. Et plus vous avez d'informations sur vos utilisateurs et plus vous aurez de critères à matcher contre vos contenus. Voilà. Au niveau de l'implémentation, donc c'est assez simple. Donc c'est même pour ceux qui n'ont jamais fait d'Elasticsearch, c'est pas très compliqué. Ça c'est une requête c'est le début d'une requête Elasticsearch. Donc là c'est du curl. Il y a un SDK JS, un SDK Java, enfin il y a plein d'SDK partout. Donc c'est juste un exemple, mais les queries se ressemblent toutes, c'est du JSON. Le principe, c'est donc ici dans cette fonction, dans cette query, je vais définir que je vais utiliser les function scores. Donc c'est la fonctionnalité qui nous intéresse dans Elasticsearch. C'est la fonctionnalité qui permet de dire je fais un filtre sur mes contenus et si ça match ce filtre, j'affecte ce poids. Donc c'est exactement ce qu'on a vu en fait juste avant. On va pouvoir par exemple tester. Hop, ici, un filtre booléen qui nous dit que les identifiants de notre article ne sont pas dans ce tableau-là. Donc, article ID 2. Cet identifiant, ça correspond à l'article How to Change a World que Antonin a déjà lu. Donc, en fait, cette requête, ce qu'elle fait, c'est que si un article fait partie de la liste des articles qu'Antonin a déjà lu, elle ne lui met pas le poids. Et s'il n'y est pas, donc must not, il lui met un poids à 8. Et l'idée, c'est que, donc ça c'est un tableau de fonctions, et on va pouvoir venir rajouter un nombre, autant de fonctions qu'on veut, et à chaque fois, il va venir tester chacune de ces fonctions pour ajouter un poids, et pouvoir faire à la fin plusieurs distinctions en fonction de plein de critères. Donc là, ça ne rentrait pas sur une seule slide, donc je vous ai mis la liste des fonctions qu'on pourrait utiliser pour implémenter l'algo qu'on a vu juste avant. Donc ce serait juste 3 fonctions. Une première qui permet de déterminer si les articles ont déjà été lus par Antonin. S'ils n'ont pas été lus, on affecte 8. Une deuxième qui permet de vérifier s'il y a un des tags d'Antonin qui match avec les tags de l'article. Et une troisième qui vérifie si on a flagué le contenu comme important. L'implémentation, les wordings sont un petit peu particuliers pour ceux qui n'ont jamais fait d'Elasticsearch. Mais on rentre assez bien dedans et la doc est assez claire là-dessus. Et au final, il n'y a pas grand-chose à apprendre pour faire ce type d'algo. En gros, il y a les filtres booléens, must, must not et ce genre de choses. Les termes qui vont permettre de regarder si quelque chose match avec de l'analyse syntaxique dessus.
Et à part ça, c'est normalement à peu près suffisant pour pouvoir implémenter ce genre d'algorithme. Après, ça va dépendre des critères que vous voulez mettre en place, mais globalement, ça reste pas plus compliqué que ça. Donc en termes de résultats, ce que ça donne, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Donc à la fin, il nous renvoie un gros tableau et dedans, il y a chacun des documents qu'il a matchés. Et dedans, on va pouvoir donc voir les ID d'articles qu'il a trouvés. Et surtout, on peut retrouver le score ici qu'il a déterminé, qui correspondent à chaque fois au score qu'on a vu, sauf le 1 là-bas, nous c'était 0. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'on sautait le 1. C'est parce que par défaut, quand il trouve rien, il met 1. Donc voilà. Et ensuite, on retrouve nos scores qui correspondent à ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et donc l'article le plus pertinent pour Antonin qui suit le people, c'est le Random People Article. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et à partir de là, ensuite, ce que nous on fait, c'est qu'on récupère ces documents, on récupère les ID qui sont ici. On prend la liste de ces ID, on va les fetcher sur notre base de données et on peut afficher toutes les informations qui sont pertinentes pour nous à l'utilisateur. Donc là, déjà quand on a fait ça, on couvre le gros de la recommandation. Si vous n'avez pas de contrainte particulière, vous pouvez vous arrêter là en fait. Nous, on avait une contrainte particulière légale qui disait qu'il fallait que ce soit réversible. Donc là, le problème que j'ai, c'est que quand j'ai mes résultats de documents, j'ai un score qui est égal à 12 et je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond, à part de dire à mon client, vas-y, ouvre le code et regarde mes fonctions, quoi. Donc ça, ce n'est pas vraiment possible pour lui. Ce qu'il faut faire, c'est il faut faire un outil qui permet de décoder ce score, en fait, de venir le renverser et de retrouver les critères qui ont servi à le déterminer. Et donc pour faire ça, et c'est pour ça qu'on a choisi les puissances de 2, donc pour retrouver les informations à partir du score, on va retransformer le score en une représentation binaire. Donc ici, par exemple, pour le score de 10, on va le représenter en 1, 0, 1, 0. Et donc ici, ce 0, c'est celui qu'on a sauté, c'est le 2 puissance 0, celui qu'on a sauté parce que l'élastique réserve le score 1. Ensuite, celui-ci, c'est 2 puissance 1, donc ça correspond à celui qui était affecté à 2. Donc c'est le fait qu'un article a été flagué comme important. Donc ici, à partir de ça, une fois qu'on a fait la représentation binaire, on peut déduire que cet article était flagué comme important parce que son score est égal à 10. Ensuite, on peut retrouver que cet article n'a matché aucun tag d'Antonin parce qu'il n'y a pas de 1 ici. Et ici, on peut retrouver le fait que l'article n'avait pas été lu par Antonin. Donc ça, c'est la façon dont on peut le voir d'un point de vue conceptuel. Par contre, on n'a pas trop envie d'aller faire une conversion binaire et d'aller parser le binaire en string et regarder si c'est un 1 ou un 0. Donc il y a un opérateur qui est très très peu utilisé dans le monde de l'informatique, qui est le EBIT-A-BIT. Donc le EBIT-A-BIT, c'est ce AND qui est toujours mis par 2 et que vous avez probablement très très rarement utilisé tout seul. Et quand vous tapez deux AND dans la plupart des langages, par exemple en JavaScript, c'est un et booléen. Quand vous en tapez qu'un seul, c'est un EBIT-A-BIT. Donc ce que ça fait, c'est qu'en fait ça va c'est déjà en binaire pour lui, mais ce que ça fait, c'est que ça transforme les chiffres, comme on les connaît, en chiffres binaires, et ça va appliquer un et entre chacun des bits de ces chiffres. Donc par exemple ici, 7 c'est 1, 1, 1, 6 c'est 1, 1, 0, et donc ici 1 et 0 en booléen, ça fait 0, 1 et 1 ça fait 1, et 1 et 1 ça fait 1. L'intérêt de ça, c'est que nous, on va l'utiliser pour extraire des informations booléennes à partir de ce qu'on appelle, nous, un bit flag. C'est le nom que ça a, donc le score, c'est un bit flag. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre score 10 et on va choisir vraiment une seule information à extraire. Donc, on va prendre une puissance de 2. Donc ici, on va prendre par exemple 2. On ne prendra jamais 3 ou quelque chose comme ça. On va prendre toujours 2, 4, 8, 16 et ainsi de suite. Et à chaque fois, on va appliquer un EBIT-A-BIT pour extraire une seule information. Donc par exemple, si je veux savoir dans le score 10 si l'article était flagué comme important, je vais faire 10 EBIT-A-BIT 2. Et s'il m'envoie quelque chose qui est supérieur à 0, c'est forcément que l'information était vraie. Et donc je vais pouvoir extraire toutes mes informations comme ça. Donc là, par exemple, tout cela, c'est des 0, donc forcément tout le reste, peu importe ce qu'il y a au-dessus, ça fera 0. Et ici, si j'ai un 1, ça fera bien 1. Je peux faire exactement la même chose avec celui-ci, avec 4. Et ici, j'aurai un 0, puisque là-haut, ça ne matche pas. Et ça va me permettre de pouvoir extraire ces informations et de pouvoir retourner l'algorithme de façon à pouvoir restituer les informations qui ont servi à déterminer le score à mon client. Donc là, je vous ai mis un petit bout de JavaScript qui permet en fait de prendre le score 10 et d'afficher ça en sortie.
Donc là, on prend le score 10 et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une fonction en haut. On a à chaque fois un nom de critère et une valeur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le score, un et bit à bit, avec le 8, le 4 et le 2, qui sont les trois puissances qu'on a utilisées. Et à chaque fois, ce qu'il va faire, si score and 8, ça renvoie vrai, eh ben, ça va nous renvoyer, là, ça nous renverrait 8, là, ça nous renverrait 0, et là, ça nous renverrait 2. Et ensuite, on le transforme en booléen, et si c'était un 0, ben, il passe à false, et si c'était autre chose, il passe à vrai. Et donc, de cette façon-là, on arrive à avoir un algorithme qui est assez simple à mettre en place au final, puisque ça tient en 10 lignes de code. Et grâce à ça, on peut aussi être capable de fournir des outils pour venir enrichir cet algorithme. On peut venir faire des tests, prendre 2 articles, regarder le score qu'ils obtiennent. Bon, ben ça nous paraît pertinent, pas trop pertinent, on va bouger ces critères. Et en fait, la seule chose que vous avez besoin de demander à votre client pour pouvoir faire ça, c'est juste de lui donner quels sont les critères importants pour lui pour faire de la recommandation de contenu et juste de les ordonner. Et s'il vous donne ça, en fait, vous avez juste à écrire les fonctions qui correspondent dans Elasticsearch et vous pouvez faire un algorithme de suggestion de contenu aussi simplement que ça. Merci à vous.